Donc, on s'est beaucoup interrogé sur la nature de notre intervention, Fred et moi. On avait plusieurs possibilités, on avait préparé plusieurs conférences, on va dire. Donc, on se demandait, la théorie, on pouvait, mais on s'est dit, certains savent déjà, d'autres pas, c'est un peu ennuyeux. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt sur la philosophie, on va dire, de ce colloque, de la philosophie par rapport à l'interculturel. Qu'est-ce qu'on entendait par culture, interculturel? Et donc, on a voulu vous exposer ce que nous, on pensait, d'après nos recherches, d'après nos pratiques, de l'encadrement, tout en ouvrant le questionnement. Donc, bien sûr que l'interculturel, le culturel sont basés sur des références, des méta-références. Dans la publication, avant de commencer, ça me fait penser, dans la publication qui aura lieu suite au colloque, Fred et moi, on fera bien sûr un article qui sera sans doute encore très différent de notre conférence. Voilà. Et donc, pendant que j'y suis, les articles seront envoyés pour le 15 septembre. J'ai mis si vous avez le petit livret avec les résumés de communication, si vous ne les avez pas maintenant, on vous les donnera plus tard. Donc, pour le 15 septembre, il y aura une sélection d'articles. La publication se fait dans les publications d'édition Gerflint. Sélection quand même assez scientifiquement grande qualité. Et donc les évaluateurs du comité scientifique vont vous rendre le résultat de leurs expertises le 15 novembre. Et vous aurez à nous rendre pour le 15 décembre l'article fini. Donc vous aurez la feuille de style, tout ça, on vous enverra ça. Et donc à partir de ce moment-là, nous, on va essayer que cette publication soit rapide. Voilà. Donc, moi, je dis tout, la précipitation dans tout ce qu'il fallait faire et ne pas oublier. J'ai oublié 2 feuilles de mon intervention. Donc, j'essaye plus ou moins de retrouver dans un ordinateur que l'on m'a généreusement prêté. Heureusement que ces clés nous sauvent. Voilà. Donc je vais commencer et c'est Fred qui va finir l'intervention. Donc la rencontre des cultures et l'interculturel font partie de l'histoire des peuples. C'est sur la rencontre des peuples que l'Europe s'est construite et continue à se construire. Si le constant métissage pour les peuples de la Méditerranée semble une évidence, vous êtes ici aussi, dans le nord de la France, et à Lille en particulier, dans une région inscrite dans une problématique des frontières et de médiation entre des cultures du nord et du sud. Le Nord et le Pas-de-Calais ont été et sont encore des terres d'accueil, des terres d'immigration, où sans avoir appris ce qu'étaient les cultures de l'autre, les populations ont dû apprendre à vivre ensemble, au quotidien. Les problématiques de l'altérité sont inscrites dans le vécu, dans l'expérience d'un vivre ensemble à inventer au quotidien. Donc on n'a pas voulu non plus faire toute une théorie sur l'interculturel, transculturel, alterculturel qui est utilisé par Philippe Blanchet. J'ai omis de vous dire, on est tellement dans le
que Philippe Blanchet n'a pas pu venir. Il nous a envoyé une cassette vidéo qui est très bien enregistrée. Hein, on voit vraiment sa conférence est de très bonne qualité. Donc on la mettra en ligne de toute façon. Hein, et peut-être en attendant, dans une salle, on la fera tourner pour ceux qui veulent aller la voir avec grande impatience. Hein. Donc lui utilise le concept d'alterculturalité et préfère interculturel ou alterculturel à alterculturalité ou interculturalité, qui lui semble beaucoup plus réifié. Voilà. Donc une conceptualisation de l'interculturel qui a pour objectif de décrire, d'analyser, pour essayer d'en faire un objet didactique et un objet pédagogisable, montre rapidement ses limites. Car l'interculturel n'est pas un objet d'étude comme les autres. Il touche aux implicites d'une société, à ses valeurs, aux identités, à l'intime profond de chacun. Apprendre une autre langue, une autre culture, rencontrer l'autre, l'expérience de l'altérité altère, au sens de modifier, bien sûr, car cela touche à la conscience identitaire de l'être. L'apprentissage d'une langue culture est une force transformatrice de l'être humain qui touche à la construction identitaire et qui permet, bien sûr, de mieux connaître l'autre, mais aussi de mieux se connaître soi-même, de reconnaître l'autre et de se faire reconnaître. L'interculturel fait davantage appel aux compétences de savoir-être que de savoir ou de savoir-faire. Si les cours de civilisation ou la plupart des manuels mettent encore l'accent sur les savoirs et les savoir-faire et sur une simple démarche comparatiste, la démarche interculturelle, elle, s'inscrit désormais dans l'analyse de l'apprentissage du contact, de la communication entre des êtres ou des groupes de cultures différentes, ce qui fait davantage appel à un savoir-être toujours contextualisé, dans une situation donnée. Mais dans quelle mesure cette analyse est-elle transférable à d'autres situations? Peut-on évaluer un savoir-être? Et dans quelle mesure est-il possible d'évaluer le savoir-être et même de le didactiser? Est-il possible de construire des référentiels d'une compétence interculturelle, c'est-à-dire entrer dans une logique de liste et de descriptif, si commode pour enseigner et pour apprendre? L'apprentissage de l'interculturalité, de l'interculturel, de la communication, d'une conscience, d'un comportement, d'une personnalité interculturelle, comme vous le trouvez dans le CECRL, a aussi une relation particulière avec le temps. Il faut du temps pour comprendre et reconnaître l'autre dans son identité et se faire connaître et reconnaître. Or, dans les formations de nos centres, nous travaillons le plus souvent dans l'urgence, puisque le temps de la mobilité internationale des étudiants est de plus en plus un temps compté, car de plus en plus soumis aussi à des logiques économiques. D'où cette multiplication de dispositifs pédagogiques dans la recherche de pratiques qui se veulent de plus en plus efficaces. On peut se demander d'ailleurs si cette recherche de l'efficacité ne trouve pas ses propres limites dans la problématique de l'interculturalité. Et je prendrai une citation d'Edgar Morin, qui emprunte aussi à Ritzler. La logique d'efficacité, de prédictibilité, de calculabilité, chronométrée, hyper spécialisée, s'est répandue dans de très nombreux secteurs de nos vies. Elle envahit même l'éducation, pour la vouer à faire des professionnels efficaces et rentables. Elle envahit la vie quotidienne, elle envahit la consommation, les règles, les loisirs, les services.
Il y a ce que Ritzler a appelé la McDonaldisation de la société. Autrement dit, une forme close de rationalisation qui se répand sur la planète. Et cette rationalisation produit une irrationalité totale. Donc c'était une citation d'Edgar Morin. Par ailleurs, le praticien se heurte aussi aux résistances du système éducatif, qui résiste toujours à la formation explicite de l'interculturel. L'interculturel ne fait toujours pas partie des apprentissages des systèmes éducatifs publics, ni scolaires, ni universitaires. Et je vous rappellerai les efforts vains faits par Abdellah Pretzeil, Martine, pour essayer de faire prendre conscience de l'urgence d'un tel apprentissage auprès des enfants, et qui n'est toujours pas appliqué. Au mieux, dans nos écoles, les élèves abordent le vivre ensemble par le négatif, lutter contre le racisme. Donc, dans notre université, donc dans les nouvelles maquettes que l'on met en place, donc on a mis en place une UE, interculturalité, du L1 jusqu'au L3. L1, L2, L3. Et je trouve que ça me fait grandement plaisir. Et au Maroc aussi, je sais qu'il y a une unité aussi en licence, un module sur l'interculturalité. Donc ça commence. Dans notre culture universitaire, nous avons encore bien du mal à l'introduire. Et pour les étudiants partant en programme d'échange, peu d'étudiants reçoivent une formation à l'interculturel. Au mieux, ce sont des formations plus proches des cours de civilisation et de conseils généralistes qu'une formation structurée fondée sur la réflexion et le questionnement. Ce que regrettent d'ailleurs nos étudiants en partance vers l'étranger. De même, les étudiants que l'on reçoit ne sont pas mieux armés pour affronter ce défi. Toutes les enquêtes que j'ai menées auprès des étudiants internationaux montrent que cet apprentissage reste le point aveugle de nos formations, sauf de très rares exceptions. Nos étudiants expérimentent l'altérité sur le terrain et apprennent le plus souvent à leurs dépens. C'est par leur expérience personnelle qu'ils s'ajustent pour essayer de s'adapter au mieux, mais dans une grande pénurie de références conceptuelles. Les échanges sur Facebook. Donc c'est là où j'ai perdu les 2 pages. Donc les échanges sur Facebook et autres réseaux sociaux révèlent que cela reste leur référence privilégiée parce qu'ils communiquent entre eux leurs expériences. Mais ça se limite très souvent à ça. Dans nos centres de FLE en France, nous essayons donc d'accompagner cette expérience de l'altérité faite dans la société, ce qui est loin d'être facile. Donc je prends la situation de communication, situation de communication exolingue, c'est-à-dire les centres de FLE en France. Parfois même douloureux pour nos étudiants, mais aussi difficile à didactiser pour l'enseignant, car effectivement, cela repose sur l'expérience des interactions. Il s'agit donc de didactiser en classe un objet du vécu extrascolaire. Avec cet avantage de nos centres universitaires, où le plus souvent nous avons un groupe pluriculturel qui fonctionne comme une communauté sociale. Je fais référence à l'agir de Puren, à l'agir social en classe, où on peut expérimenter l'interculturel dans le huis clos et la confiance du groupe et le confort de l'étayage de l'enseignant. Mais dans quelle mesure cette rencontre entre des êtres de cultures différentes est-elle didactisable et donc pédagogisable ? Pour l'interculturel, didactiser, c'est conceptualiser pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement, les mécanismes, les stratégies adoptées pour mieux communiquer, pour savoir gérer des relations humaines dans une certaine harmonie et donc mieux vivre, mieux apprendre et travailler ensemble. Mais cela ne signifie pas un certain angélisme. Le conflit, les malentendus font partie de la réflexion didactique,
tout comme l'erreur fait partie de l'apprentissage. Didactiser ne signifie pas non plus le refus de la prise de risque, inhérente aux expériences humaines. Didactiser l'interculturel, ce n'est pas éviter le risque de l'altérité, mais prendre conscience de la problématique dans toute sa complexité et savoir que la difficulté fait partie du défi de la mobilité internationale et que cela ne remet pas en cause les compétences personnelles des étudiants à vivre autrement. S'initier aux approches interculturelles permet à l'étudiant de ne pas se dévaloriser et de perdre confiance en ses propres compétences. Comme la langue est tout à la fois objet et sujet culturel, la didactique des langues cultures s'est emparée de cette problématique qui se décline actuellement dans une approche plurilinguistique et pluriculturelle. Il s'agit de construire une compétence interculturelle fondée sur la communication interculturelle avec prise de conscience des stratégies, mise en œuvre et du transfert des compétences qui s'opèrent. La didactique de l'interculturel essaye de cerner au plus près le processus de l'altérité. J'ai choisi d'inscrire ma lecture et notre lecture donc, des cultures et de l'interculturel dans le cheminement de la pensée complexe d'Edgar Morin et de Morgon. Parce qu'il nous semble que cette conceptualisation des cultures permet une régénération de la pensée de la communication entre êtres de cultures différentes et une interrogation et une espérance sur l'émergence d'une forme nouvelle de sociabilité internationale, voire une nouvelle forme d'humanisme. Cette pensée prend naissance dans la lecture d'une globalisation jugée chaotique, ça c'est d'après Edgar Morin, où les nuisances et les menaces de destruction font oublier les apports bénéfiques d'une certaine forme de mondialisation. On peut certes considérer que les cultures, l'interculturel, l'interculturalité, sont des mots galvaudés, usés, dépassés, banalisés, devenus inaudibles et vides de sens, à force d'être utilisés, parfois n'importe comment, bien sûr, et exploités dans une société de marchandisation des valeurs. Des concepts réifiés qu'il faut remplacer pour redonner du sens. Mais on peut aussi considérer que ces concepts ont cette particularité d'exprimer du vivant, de parler de nous, de faire partie de notre humanité et d'une certaine façon d'une conception donc humaniste de l'homme. Ces concepts sont eux-mêmes soumis à la loi du vivant, de la vie qui est mouvement, changement, modification, adaptation, variation, variabilité. Et donc les cultures et l'interculturel sont des concepts évolutifs qui s'enrichissent de leurs interactions. Et donc pour le chercheur, il s'agit de concepts à redéfinir, à reconceptualiser sans cesse, comme une sorte de grammaire générative. Il nous appartient donc de les réinvestir de la substance humaine dans toute sa complexité. Il faut réinvestir le complexe et pour cela problématiser le complexe et la complexité donc des relations humaines. Edgar Morin rappelle l'étymologie de complexe. Ça veut dire ce qui est tissé ensemble. Et il précise, la pensée complexe est celle qui relie l'artificiellement séparé. Et complexe ce qui est tissé d'éléments antagonistes, mais qui en fait se découvrent ensemble. La problématique de l'interculturel s'inscrit dans la droite ligne de cette analyse. Il s'agit de garder la complexité au complexe. J'arrive plus à avancer.
L'interculturalité n'est pas réductible à des descriptifs, à des formules dites efficaces, à des recettes, à des référentiels choésifiés, à de simples tableaux comparatifs entre les cultures. Je fais référence au management interculturel qui utilise, évidemment, c'est d'une grande simplicité, c'est confortable. La culture est une construction sociale et celle-ci ne devient effective que dans l'interaction elle-même soumise aux lois du vivant. L'expérience de l'altérité est un processus évolutif car créatif. C'est un art de vivre les relations humaines avec des savoir-être et des savoir-faire, avec des savoirs et des savoir-faire, mais surtout des savoir-être qui font appel à du complexe. Le savoir-être ne se décode pas en décomposant et en simplifiant selon un raisonnement rationaliste. Le savoir-être fait appel au complexe de la condition humaine avec du rationnel, certes, et des représentations analysables, mais il fait aussi résonance avec un passé, une histoire sociale, familiale, personnelle, éducationnelle et professionnelle, une épaisseur de vie impossible à simplifier, à réduire. Un pluriel impossible à décomposer en plusieurs singuliers. Le savoir-être, c'est aussi de l'affect, de l'émotion, des sentiments, des sensations, et donc une forme de poésie, comme le dit Edgar Morin, la poésie au sens grec de poién, c'est-à-dire création. La didactique de l'interculturel, dans la formation aux langues, ne peut pas se réduire... La primauté du savoir-être inscrit délibérément la didactique des cultures et de l'interculturel dans une philosophie et une phénoménologie du sujet, mais d'un sujet complexe. Et la plupart des communications de ce colloque s'inscrivent d'ailleurs dans cette démarche. L'évolution de la recherche en didactique des langues est dans une trajectoire de complexification actuellement. Le chercheur veut cerner au plus près la complexité de la communication interculturelle, l'analyser en ses diverses composantes, qui font référence à des disciplines de plus en plus complexes et elles-mêmes sans cesse en évolution. La recherche en didactique des cultures fait appel notamment aux sciences cognitives, à la psychologie sociale, à la sociologie compréhensive. Car il s'agit de cerner la complexité des relations humaines, non plus dans la classe seulement, mais dans les interactions sociales authentiques. Le contexte authentique est devenu une donnée modalisante de la recherche. Autrefois, on a les documents authentiques, mais maintenant, c'est la situation qui doit être authentique. On cherche vraiment à analyser cette situation authentique. Bon, c'est l'approche actionnelle, bien sûr, qui nous conduit vers cette recherche. Et c'est parce que l'analyse de l'activité prend désormais en compte toute la complexité du contexte socialisé authentique et de la complexité des interactions qu'une des particularités de la recherche en didactique est de procéder de plus en plus à des micro-études, à des études de cas dans toute leur complexité. Et justement, dans les ateliers, vous aurez affaire à des études qui sont vraiment centrées sur des études de cas, ce qu'on appelle des micro-études, mais qui sont vraiment très riches. Leur analyse donne des résultats vraiment très, très intéressants pour l'interculturel. Donc de ce fait, les outils de recherche se sont aussi complexifiés. Si l'analyse des manuels demeure un classique, le recours à une convergence d'analyse à partir d'une pluralité d'outils fait partie désormais des démarches de recherche actuelles. Ainsi, on analyse les interactions entre les observations des situations,
Les questionnaires, bien sûr, mais parfois on utilise les questionnaires pour ensuite faire des entretiens. Parfois, ça nous permet de baliser le terrain et de voir, de mieux comprendre ce que l'on cherche et de mieux cerner le problème. Et parfois, les questionnements surgissent de ces questionnaires. Les analyses se focalisent sur les stratégies d'enseignement-apprentissage, les transferts opérés, la construction des identités de plus en plus complexes et variables, ce que l'on appelle les identités fluides, et surtout la construction de nouvelles compétences elles-mêmes transférables. C'est-à-dire, bien sûr, des compétences du champ de la communication, mais aussi d'autres compétences beaucoup plus générales et qui sont en relation avec les activités qui ont été mises en œuvre. Les observations s'attachent à l'analyse des interactions à divers niveaux, entre les locuteurs, certes, mais aussi les interactions entre les cultures en présence, entre les pratiques sociales et entre les cultures éducatives, ainsi qu'aux interactions entre les divers modes d'apprentissage eux-mêmes, au transfert de compétences, à la construction identitaire dans toute sa fluidité générative et ses reconstructions incessantes. La complexité est construite par les interactions des diverses dimensions entre elles et les recherches... ces interactions de nos étudiants, donc quand ils arrivent, ce n'est pas une page blanche, ils ont déjà un long passé derrière eux, un long passé aussi d'éducation. Et donc ils arrivent, donc il leur faut apprendre l'acculturation, ce qu'on appelle l'acculturation. L'acculturation, c'est pas simplement les méthodologies universitaires. Ils ont une culture éducative, ils arrivent, donc la culture, la macroculture de l'université française, la microculture de l'université où ils sont, plus la culture de la classe et chaque enseignant ayant, je dirais, sa propre culture éducative, sa propre représentation et pratique de l'enseignement. Et tout ça dans une langue étrangère, vous imaginez tous les transferts, toute la complexité qui se met en place à ce moment-là, tout en sachant que cet étudiant dans notre société, donc française, a aussi l'acculturation avec des groupes, la société française dans sa dimension macro, mais aussi les groupes de classe, les groupes à l'extérieur avec des Français, des francophones. Donc c'est d'une complexité qu'il est vraiment intéressant d'interroger. Alors les pratiques pédagogiques, elles aussi se complexifient. Oui, mais j'ai fini là. On arrive à la fin. Non, ça se bloque tout le temps. Voilà. Donc, dans vos interventions, on remarque que vous complexifiez dans les interventions, on analyse des pratiques de classe de plus en plus complexes. Où on essaye vraiment Autrefois, on parlait de simulation, mais maintenant, les simulations ont quand même montré leurs limites, et l'interculturel exige autre chose que de simuler. Donc, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire la pédagogie, c'est-à-dire l'étudiant finalement fait ses apprentissages en dehors de la classe, et dans la classe, on analyse ces apprentissages, donc bien sûr avec l'étayage de l'enseignant, mais aussi le groupe. Le groupe a une fonction, et le travail coopératif, collaboratif, a aussi une fonction formative très importante. Donc, et tout ça, l'enseignant doit essayer, donc dans ses pratiques, il essaye toujours de hiérarchiser ses priorités, mais c'est extrêmement difficile. Donc les cultures se vivent en interdépendance et en évolution constante selon les interactions dans les communications et dans les contacts des cultures. Et on oublie souvent, mais nos étudiants, quand ils arrivent, on a parlé du choc
culturel. Bon, c'est une notion qui est contestée, que l'on peut critiquer, certes, mais bon. Mais on oublie souvent que lorsqu'il revient, eh bien, il pensait retourner confortablement chez lui, chez moi. Et quand il revient chez lui, eh bien, son chez lui n'existe plus tel qu'il l'était quand il est parti. Donc, son acculturation, on a aussi les acculturations du retour, qui sont pas toujours faciles à gérer non plus. Donc, je vais m'interrompre là simplement. Je voudrais simplement dire la dernière phrase, que l'expérience de l'altérité altère et ne laisse pas indemne. Voilà. Donc, Très bien. Bonjour tout le monde. Merci Brigitte pour ce que tu viens de dire. Vous allez voir, c'est assez en interaction à ce que je vais vous proposer. Donc, je me présente, Fred Dervin, Université d'Helsinki. Pendant très longtemps, j'ai travaillé dans le FLE, mais depuis 2 ans et demi, je suis maintenant professeur en éducation multiculturelle. Donc voilà encore un autre terme. Alors, j'ai toujours travaillé sur l'interculturel et quand j'ai été nommé prof en éducation multiculturelle, je suis allé voir mon doyen et je lui ai dit, mais pourquoi multiculturel ? Je lui ai dit, pourquoi pas interculturel ou transculturel ou autre chose. Et il m'a regardé, il m'a dit, ah mais il y a une différence ? Et je lui ai dit, potentiellement oui. Mais donc maintenant, je suis multiculturel, mais je me considère comme interculturel. De toute façon, tous ces termes sont tellement instables et je travaille dans plusieurs littératures, dans plusieurs langues et à chaque fois, on utilise des termes différents. Mais peu importe. Donc maintenant, je ne veux même plus savoir s'il y a des différences ou pas. Il y a des similarités, c'est important. Ce que j'aimerais faire ici, c'est vous parler de ce que je nomme l'interculturel renouvelé, alors avec des guillemets, et voir un petit peu ce que cela peut nous apporter quand on parle de l'enseignement-apprentissage de la culture dans le FLE. Alors l'interculturel renouvelé par rapport à la didactique, si on regarde la littérature mondiale, vous savez que la didactique n'est pas toujours placée dans les mêmes champs. Dans certains pays, c'est en linguistique, dans d'autres pays, c'est en sciences de l'éducation, etc. Donc moi, je vais vous présenter des idées de ce que j'appelle l'éducation à la communication interculturelle, qui couvre à la fois la linguistique appliquée, la didactique des langues cultures, mais aussi certaines approches des sciences de la communication et sciences de l'éducation. Alors voici les membres de ce que j'appelle l'interculturel renouvelé. Notez qu'il y a 2 chercheurs chinois que j'ai mis en premier parce que nos amis chinois sont toujours mis à la fin. Donc pour une fois, je me suis dit, on va les mettre en avant. Donc Shi Xu et Zhu Hua qui travaillent, comme vous allez voir, sur un renouvellement de l'interculturel qui me semble vraiment très fructueux. Ensuite, on a un collègue d'Angleterre qui s'appelle Adrian Holiday. Prue Holmes qui travaille en Nouvelle-Zélande, Régis Machar, un collègue qui travaille en Malaisie, et Ingrid Pilla qui travaille en Australie. Donc en fait, vous allez voir que ces idées, même si elles traversent des continents et des pays différents, l'Australie, la Chine, la Grande-Bretagne, la Malaisie, la Finlande, etc., il y a un certain nombre de principes qui sont en commun et qui me semblent très intéressants de discuter pour problématiser. Alors voici les couvertures de certains de leurs ouvrages, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Je peux simplement vous les montrer. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, demandez-moi après mon intervention. Et là, vous avez en fait les derniers ouvrages que j'ai publiés. Alors, je publie essentiellement en anglais maintenant, ayant passé dans les sciences de l'éducation. Le français n'est plus acceptable comme langue de publication. C'est acceptable, mais ça ne compte plus. Et un ouvrage que je viens de publier en finnois qui, la même chose, compte pour du beurre dans les évaluations annuelles. Peu importe. Alors, ce qu'on essaye de faire par rapport à cet interculturel renouvelé, c'est d'aller au-delà d'un certain nombre d'éléments qui nous semblent vraiment très problématiques et qui sont très présents encore dans les recherches multiples sur l'interculturel. Alors, le premier point, c'est au-delà du différentialisme à outrance. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'interculturel, on s'intéresse avant tout aux différences. D'accord ? Il y a des différences entre les gens, au sein d'un peuple, au sein d'une culture, etc. Mais il y a aussi un certain nombre de similarités qui nous intéressent et qui devraient nous intéresser. C'est-à-dire que cette obsession pour le différentialisme, des fois, nous voile le visage, nous voile les yeux, et il y a un certain nombre de similarités qu'on ne voit pas, et cela est très problématique parce que ça représente ce que j'appellerai en anglais bias, donc une sorte de préjugé. Et
aller au-delà aussi de ce qu'on appelle le culturalisme. Alors le culturalisme est un très très vieux terme qu'on utilise en anthropologie depuis très longtemps, qui décrit à nouveau une sorte d'obsession où la culture essentiellement nationale va être utilisée. Alors vous mentionnez Hofstede tout à l'heure, Madame Kerbrat-Orecchioni. Hofstede par exemple est l'illustration concrète du culturalisme, c'est-à-dire la culture nationale étant le seul élément utilisé pour expliquer ce qui se passe quand deux personnes se rencontrent au-delà de frontières nationales. Notre deuxième critique, et ce que l'on aimerait, on essaye d'aller au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Le concept de compétence interculturelle est un concept qui est travaillé depuis très longtemps, que ce soit dans le FLE, en Applied Linguistics, etc. Le problème avec la plupart des approches, c'est que on ne prend pas en compte l'interaction et que la personne que l'on va tenter, par exemple, d'évaluer pour ses compétences est seule responsable d'un certain côté de ce qui se passe. Alors, personnellement, et je ne suis pas le seul à le penser, les compétences interculturelles existent, mais ne sont ni programmables, ni on peut pas les, c'est-à-dire que on va pas monter comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, je vais pas dire, je suis incompétent, et 2 ans après dire, c'est bon, je suis compétent complètement. Bon, ça fait pas sens. Et en fait, on a remarqué que quand on évalue très souvent, on essaye d'évaluer, alors ça pose beaucoup de problèmes éthiques, bien sûr, la compétence interculturelle, on va se concentrer seulement sur un des interactants. Et cela ne fait pas sens, puisque l'interculturel, comme on n'arrête pas de le répéter, se construit entre des individus dans des contextes macro et micro qui sont à prendre en compte, bien sûr. L'autre au-delà, c'est celui de l'au-delà des problèmes. Quand on parle d'interculturel, le mot problème est toujours là. Évidemment, il y a des problèmes. Quand dans tout acte de communication, mais il y a aussi des choses qui se passent très bien. Moi, je rêve d'études où on regarde justement le succès dans la communication interculturelle, au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas. Parce qu'évidemment, comme les différences, on trouvera toujours des choses qui ne vont pas. Et là, c'est un peu contradictoire, mon prochain point, mais aller au-delà de la peur de l'échec. Brigitte en parlait tout de suite. C'est-à-dire que dans les didactiques ou en sciences de l'éducation, on a peur de se tromper. On a peur de faire des erreurs dans les relations, qu'elles soient interculturelles ou intraculturelles, même si je comprends pas très bien ce terme. Non, ça fait partie de la communication et il faut l'accepter et travailler avec. Mon autre point, Brigitte l'a souligné aussi, c'est au-delà du comparativisme. Alors là, j'ai mentionné auparavant Adrian Holiday, qui a publié un livre merveilleux que je recommande à tout le monde, qui n'est disponible qu'en anglais malheureusement, qui s'appelle Intercultural Communication and Ideology, où il regarde justement comment les comparaisons des chercheurs, des praticiens, mais aussi au quotidien, là c'est moins grave au quotidien parce qu'on fait ce qu'on veut, mais en tant que chercheur ou praticien, on a des responsabilités éthiques, à quel point ces comparaisons sont idéologiques et très souvent, Catherine en a parlé un petit peu, mènent à une sorte d'ethnocentrisme, mais surtout à des comparaisons qui vont placer de façon explicite ou implicite des gens en haut, des gens en bas, des gens plus civilisés, moins civilisés, etc., etc., etc. Et le dernier point, c'est au-delà du simple témoignage. Ce n'est pas parce que quelqu'un décrit sa culture comme étant si, d'un certain côté, ou quelqu'un dit « dans ma culture on fait ça » que, en tant que chercheur ou praticien, je dois prendre ça pour une réalité. Pourquoi ? Eh bien, si dans l'interaction, on co-construit des identités, on nous rabâche les oreilles avec ça, eh bien, on co-construit aussi des discours sur ces cultures. Et il y a des pressions parfois pour dire des choses sur sa culture parce qu'on veut correspondre à un certain stéréotype ou bien parce qu'on veut plaire simplement à l'autre ou simplement choquer l'autre. Alors, voici ce qu'on propose. Après avoir noté ces problèmes qui sont quand même très ancrés dans nos milieux. Alors, la première chose, c'est que on s'intéresse aux instabilités, aux processus, mais aussi aux co-constructions qui font partie, en fait, de tout acte d'interaction. Ça, je dis rien de nouveau ici, on travaille là-dessus depuis des dizaines d'années, et Catherine Kerbrat-Orecchioni, par exemple, pour les interactions dans différents contextes, a beaucoup montré ça. Plutôt que de simplement s'intéresser à la simple culture. Je mets la simple culture, parce que si vous connaissez bien la littérature en anthropologie, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les anthropologues ne travaillent plus à partir de l'élément de culture, et que, par exemple, la
l'aspect identité est beaucoup plus important que ça. Hein, je vous rappelle qu'à la fin des années 60, 70, etc., il y a eu des centaines d'écrits en anglais et en français où on a attaqué justement les approches culturelles ou l'utilisation du terme de culture de façon non critique et réflexive en anthropologie, dont il faut absolument s'inspirer. Et Brigitte a mentionné tout à l'heure Catherine Abdallah-Pretzel, désolé, Martine Abdallah-Pretzel, qui, elle, a introduit ça depuis les années 80, mais qui n'a pas forcément été prise au sérieux. Et donc, à partir de là, ces instabilités, ces processus, bien sûr, sont liés à tout ça, le contexte, mais aussi la notion de pouvoir. Dès qu'il y a interaction, il y a une différence de pouvoir, qu'elle soit sociale, qu'elle soit liée à l'âge, qu'elle soit liée, etc., qu'il faut prendre en compte. Et par exemple, dans mes travaux sur l'éducation multiculturelle, il est très clair que les aspects hiérarchiques, par exemple, entre l'immigré et le prof blanc, finlandais, etc., eh bien, sont des aspects essentiels pour comprendre ce qui se passe. Un autre objectif dont j'entends très peu parler en FLE, c'est celui de l'intersection des identités. Parler d'interculturel, c'est très souvent seulement l'aspect culture qui est mis en avant, mais que faire des autres identités ou des marqueurs identitaires qui ont certaines fois beaucoup plus d'importance sur ce qui se passe entre les gens que la culture nationale, etc. Alors, par exemple, le sexe, la question de sexe. Être un homme, être une femme, ou intersexe, comme on dit au Brésil et en Allemagne, c'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va pas être forcément traité de la même chose, on va pas nous parler forcément de la même façon. La classe sociale. Alors en Finlande, c'est un grand tabou puisqu'on dit qu'il n'y a pas de classe sociale, ce qui est d'ailleurs un grand mensonge. Bien sûr qu'il y a des classes sociales. Le niveau d'éducation, l'apparence, enfin les origines familiales, etc., tout ça va jouer un jeu qu'il faut prendre absolument en compte. Autre aspect, celui de la réflexivité et de la criticalité. Alors criticalité, je crois, je le traduis directement de l'anglais, je ne sais pas s'il existe en français, donc vous m'excuserez. Quand on travaille avec des enfants ou des jeunes en interculturel, on ne travaille pas sur eux, mais on travaille avec eux. Et je pense et moi je dois faire des efforts en permanence pour descendre de mon piédestal quand je fais de la recherche ou quand j'enseigne. C'est-à-dire que cette position de demi-dieu que l'on a en tant que chercheur ou praticien, par exemple quand on analyse des situations interculturelles, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte le positionnement du chercheur? Enfin, imaginez par exemple, si on veut évaluer la compétence interculturelle d'un Chinois et d'un Brésilien qui se parle en français. Si je suis là, que j'observe ce qui se passe, ma présence, bien sûr, aura un impact sur ce qui va se passer. Donc, que ce soit dans la pratique ou dans la recherche, il faut prendre ça en compte. Et il faut s'interroger sur ce que l'on apporte et quels sont bien les éléments en plus, enfin l'influence qu'on va avoir sur ce contexte. On vient de publier avec une collègue justement un bouquin en anglais qui s'appelle Reflexivity in Language and Intercultural Education. C'est l'un des premiers bouquins où vraiment on a essayé de mettre ça de façon systématique en place dans nos recherches et nos pratiques. Un autre point, et je vais bientôt finir, décrypter les idéologies de l'interculturel. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, vous avez parlé de Hofstede, mais moi, je pourrais mentionner un grand nombre de chercheurs qui ont... Parce que, évidemment, on a tous nos représentations sur ce que c'est que l'interculturel. D'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est une idéologie, bien sûr. Mais reconnaissons-le et reconnaissons les problèmes que cela pose et essayons de parler beaucoup plus ensemble pour voir comment on peut construire quelque chose qui est éthiquement plus acceptable, par exemple. Alors, s'interroger sur les frontières inter, je n'ai pas encore entendu le mot intraculturel et je suis super content parce que intraculturel, je ne comprends pas. Moi, je sais que Catherine Orecchioni a beaucoup critiqué Martine Abdallah-Pretzel pour ça. Vous avez une petite note dans votre tome numéro 3, quand elle dit, par exemple, la communication interculturelle est une tautologie et vous dites, non, pour moi, c'est pas une tautologie puisqu'il y a une différence entre l'interculturel et l'intraculturel. En 2014, et même avant, je me pose vraiment des questions sur ça, parce que l'intraculturel, c'est qui? Est-ce que, par exemple, les gens qui sont devenus français ou finlandais font-ils partie de l'intraculturel ou sont-ils interculturels? Qui décide ça? Et enfin, accepter
que tout ne peut pas être expliqué. Parce que nous sommes tous victimes de rêves, besoin de nous évader, d'imaginaire, etc. Et ne pas pouvoir expliquer l'interculturel, ce qui se passe dans une relation interculturelle, je trouve que c'est bien. Et je finis avec ça. Brigitte a beaucoup insisté sur l'idée de complexité. Moi, personnellement, je ne crois pas à la complexité. Je crois à la simplexité. Et là, je m'inspire des travaux de Alain Berthoz du Collège de France, en biologie, etc., qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui nous propose d'oser une théorie de la simplexité, c'est-à-dire l'idée que, en tant que chercheur, praticien, etc., on est toujours tiraillé entre la simplicité et la complexité. Et il est impossible, Brigitte l'a souligné, d'attraper la complexité, puisque la complexité, c'est complexe. Et donc, ce que l'on fait, que ce soit en FLE, en sciences de l'éduc, etc., c'est que l'on travaille dans la simplexité. Et par exemple, alors Brigitte a mentionné un peu ça, je ne suis pas forcément d'accord, dire que l'on puisse analyser la complexité d'une situation, évidemment c'est un leurre puisqu'on ne peut pas le faire, c'est le but de la complexité. Donc la simplexité, ça me paraîtra mieux. Et voilà, et ben, je vais arrêter là, j'avais encore 2-3 slides, mais je vous remercie. Merci. Merci à Fred et à Brigitte. Malgré les signes d'hypoglycémie sur certains visages, je crois qu'on va quand même prendre le temps pour 2 questions, pour Fred ou pour Brigitte. Oui, auparavant, je vais faire une petite remarque quand même. Il n'y a pas de simplexité sans complexité. Et donc, on peut essayer d'analyser la complexité. Mais je pense que, enfin, si vous avez bien suivi, ce que je voulais dire, c'est que justement, il faut laisser le complexe au complexe. C'était ma formule. Et donc, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, bien sûr, cette complexité, on ne peut pas l'analyser tel que tu le penses ou le conçois, c'est-à-dire complètement. Mais on peut quand même, toutes nos tentatives sont quand même d'essayer d'approcher cette complexité. Et c'est toute l'idée de la simplexité, c'est-à-dire qu'on peut attraper des petits morceaux de complexité, mais on retombe très facilement dans la simplicité. Et c'est pas en ajoutant ces petits bouts qu'on va obtenir la complexité. Bien, on va quand même donner la parole à la salle, sinon Brigitte ne vous la rendra jamais. Monsieur, vous pouvez dire d'où vous venez? Oui, je suis Luc Collès, je suis professeur à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve en Belgique. Et Luc fera une intervention demain matin. Voilà. Alors, il y a peu de travaux sur l'évaluation de la compétence interculturelle. Je voudrais signaler l'existence des travaux de Denise Lucier, qui est canadienne, et qui a fait vraiment des bonnes propositions pour évaluer les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Parce que dans l'interculturel, comme vous l'avez dit, on ne peut pas se contenter d'évaluer des savoir-faire et donc se contenter de scénarios ou de simulations en classe. Ça, c'était bon quand on approchait les langues avec la méthode communicative. Depuis qu'on est dans la méthode actionnelle, il faut évaluer aussi la capacité que l'étudiant a de faire usage du langage. Alors, la meilleure solution, c'est de l'envoyer sur le terrain. Concrètement, moi, j'envoie mes étudiants en Erasmus à l'étranger. Et ils ont alors à remplir un carnet de bord sur le modèle du portfolio européen. On peut imaginer des questions précises pour le portfolio, mais on peut aussi leur demander de raconter de manière libre les chocs culturels qu'ils ont rencontrés quand ils sont allés en Erasmus. Je sais que la notion est discutable, mais enfin bon, je l'utilise. Et les malentendus interculturels qu'ils ont pu avoir pour expliquer les stratégies qu'ils ont mis en place pour les décoder. Moi, ça me paraît très important d'encourager les échanges Erasmus. Vous savez qu'on a fait des études là-dessus. On a notamment évalué la manière dont les étudiants vivaient ces échanges. Et en général, on constate que la plupart des étudiants européens vivent ces échanges comme des échanges entre cousins ou entre amis, en tout cas entre gens qui finalement pensent de la même manière et se comportent de la même manière. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que les étudiants que l'on a interrogés n'ont pas perçu qu'en entrant dans une autre langue et une autre culture, ils se
ils s'affrontaient à une autre manière de percevoir la réalité. Des étudiants italiens, des étudiants français par exemple, qui sont allés en Italie, n'ont pas perçu que le référent religieux était beaucoup plus important en France en Italie qu'en France. Il y a un hebdomadaire qui est fort vendu en Italie, qui est Familia Cristiana. Eh bien, les représentants de la laïcité, qui étaient donc les Français, ne se sont pas rendus compte que dans les prétoires en Italie, il y a des crucifix et qu'il y a aussi des crucifix dans les écoles. Alors qu'eux, ils étaient porteurs d'une autre vision du monde qui était la vision laïque. Mais donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans les échanges Erasmus, on va souvent considérer qu'on a appris ou on a perfectionné une autre langue, une langue étrangère, l'italien et l'espagnol par exemple, mais on ne perçoit pas l'importance d'analyser la culture dans laquelle on est entré. Donc je plaide pour qu'on prépare les étudiants aux échanges Erasmus en leur faisant suivre un module le plus concret possible d'éveil à l'interculturel. Rapidement, merci pour ça. Alors, sur l'évaluation des compétences interculturelles, en fait, il y a plein de travaux en anglais, en chinois, dans d'autres langues. C'est vrai qu'en français, c'est assez limité, mais moi, il y a un ouvrage que je trouve merveilleux par rapport à ça. C'est un ouvrage qui avait été édité par Zara, Tradenkovic, etc., qui s'appelle « La reconnaissance des compétences interculturelles » et qui, justement, était très critique par rapport à la question de l'évaluation des savoir-être, etc. Quant à Erasmus, même chose. Il y a plein de travaux, justement, qui montrent que Erasmus ne mène pas forcément à l'interculturel, même s'il y a préparation, parce que tout dépend du paradigme qui leur est proposé. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs façons de comprendre l'approche interculturelle. Donc, selon l'approche, eh bien, les résultats seront différents. C'est logique, puisque toute approche est une idéologie. Donc voilà, mais merci. Bien. S'il n'y a pas une dernière question. Qui a le micro en bas? Le micro arrive là. Voilà. Dernière question et après on fera un point sur l'organisation avec Brigitte. Donc, Afkinish, je viens de l'université Ben Tofel à Kenitra. Ma question va porter sur l'apport culturel dans la formation en langue. Et ma question part du constat que dans le monde anglo-saxon, les didacticiens ont fait une différence entre l'enseignement de langue comme langue étrangère et de langue comme langue seconde. Ne pensez-vous pas, est-ce que vous ne pensez pas que ceci va aussi avoir une conséquence sur les besoins en contenu culturel dans les deux cas de l'enseignement du français comme FLE et l'enseignement du français comme langue seconde? Alors, quand vous dites le monde anglo-saxon, je ne comprends pas très bien à quoi vous faites référence, parce que c'est quoi? C'est les États-Unis, enfin la Finlande, est-ce que c'est un pays Je parle de cette distinction IFL, ISL. Oui, non, mais d'accord, mais oui, sauf qu'il n'est pas compris de la même façon dans ce que vous appelez le monde. Moi, je parle des mondes justement anglo-saxons. Il n'est pas forcément entendu de la même façon. Malheureusement. Enfin, je ne sais pas pourquoi malheureusement, mais la Finlande ferait partie des mondes anglo-saxons puisque la littérature qu'on utilise est essentiellement la littérature en anglais, mais qui ne vient pas forcément des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, mais qui vient par exemple de la Suède ou d'autres pays où on écrit uniquement en anglais parce qu'on est forcé. Alors, oui, honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre. Ça peut faire une différence d'un certain côté, mais là encore, on joue avec les mots, je crois. Parce que ça dépend, ça va dépendre de la formation que l'on propose aussi. Enfin, je pense pas que pour le FLE, la formation est identique dans tous les pays où on enseigne le français langue étrangère. Et il y a des profs qui ont été formés pour le français langue seconde, qui bien sûr vont utiliser des méthodes un peu différentes, des philosophies un peu différentes, etc. Donc, je ne sais pas comment répondre à votre question puisque je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Enfin, je ne pense pas que le FLE ou le FLS, tout comme le English as a Second Language ou English as a Foreign Language, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des différences. Il y a peut-être des différences, mais il y a aussi beaucoup de similarités parce que, enfin, je rappelle qu'en linguistique appliquée en anglais, il n'y a pas une seule école de pensée. Il y a des centaines d'écoles de pensée où les positionnements par rapport à ces questions sont différents.
différentes. Donc il est difficile évidemment de généraliser. Mais c'est une question très importante. Hein, parce qu'actuellement, on parle, par exemple, en Finlande, du finnois langue seconde, finnois langue étrangère, etc. Et c'est très aléatoire, en fait, qui on classifie comme langue seconde ou langue étrangère. Et en fait, c'est politique à la fois, parce que selon l'étiquette que vous avez, le ministère vous donnera plus ou moins d'argent. Donc ça, je pense que c'est un aspect sur lequel il faut réfléchir aussi. Mais merci pour cette question. Bien.